Au Zimbabwe, l'opposition a finalement déposé ce vendredi devant la Cour constitutionnelle son recours qui conteste les résultats de la présidentielle du 30 juillet. La Cour constitutionnelle dispose de 14 jours pour trancher. Au Soudan, le parti au pouvoir a désigné Omar El-Béchir candidat à la présidentielle de 2020 pour un troisième mandat, alors que la constitution soudanaise limite à seulement 2 le mandat présidentiel. Et puis en République démocratique du Congo, le nombre de victimes de la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola est passé à 10, dont l'est du pays. On fera également le point dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, l'opposition a attendu ce vendredi, date butoir pour déposer en milieu d'après-midi devant la Cour constitutionnelle son recours qui conteste les résultats de la présidentielle du 30 juillet, remportée par le sortant Emmerson Mnangagwa. La délégation de l'opposition transportant des dossiers est arrivée dans les locaux de la Cour constitutionnelle peu après 13h GMT. Désormais, la Cour constitutionnelle dispose de 14 jours pour rendre une décision. En attendant, l'investiture d'Emmerson Mnangagwa est suspendue jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, rende sa décision. Sans l'avoir annoncé officiellement, le président zimbabwéen avait déjà prévu son investiture dimanche prochain et avait invité des chefs d'État et diplomates qui avaient inscrit l'événement dans leur agenda officiel. Restons au Zimbabwe où l'opposant Tendai Biti a été libéré sous caution jeudi. On se rappelle qu'il a été arrêté alors qu'il revenait de la Zambie où il cherchait à obtenir l'asile politique. Reportage. Accusé de proclamation illégale de résultats électoraux et violence sur la voie publique, Tendai Biti est sorti de prison après avoir été présenté à la justice zimbabwéenne. L'ancien ministre des Finances du gouvernement d'Union nationale a bénéficié d'une libération sous caution assortie d'une interdiction de participer à des débats politiques ou des conférences de presse et d'une obligation de se présenter 2 fois par jour à la police. C'est dommage que dans la majorité de l'Afrique, nous ne respectons pas les standards internationaux de l'état de droit. Mais on a survécu. On va vivre un jour de plus pour se battre. Je suis content d'être à la maison et demain, nous allons soulever les questions constitutionnelles autour de ce qui m'est arrivé et pourquoi je suis ici aujourd'hui alors que je ne devrais pas l'être. Figure de l'opposition zimbabwéenne, Tendai Biti a été expulsé par les autorités zambiennes après une médiatique demande d'asile politique. Son parti, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, a déposé un recours contre les résultats de la présidentielle du 30 juillet. Un scrutin remporté par le président sortant Emmerson Mnangagwa. La Cour constitutionnelle aura ensuite 14 jours pour trancher. Au Soudan, le parti du Congrès national, le parti au pouvoir, a désigné l'actuel chef de l'État, Omar El-Béchir, candidat à la présidentielle de 2020 pour un troisième mandat. Une désignation qui intervient alors que la constitution soudanaise ainsi que la charte du parti au pouvoir limitent à 2 le mandat présidentiel. Plus de précisions à travers cet élément. À l'issue d'une réunion dans la nuit de jeudi à vendredi à Khartoum, le conseil consultatif du parti du Congrès national, le parti au pouvoir, a porté son choix sur le président Omar El-Béchir comme candidat à la présidentielle de 2020. Une information confirmée ce vendredi par l'agence de presse officielle soudanaise SUNA. Ce choix, qui vient ainsi ouvrir au chef de l'État la voie d'un troisième mandat, soulève cependant un certain nombre d'interrogations puisque la constitution soudanaise ainsi que la charte du parti au pouvoir limitent à seulement 2 les mandats présidentiels pour une même personne. Ces tests devront donc être amendés si le chef de l'État se présente à nouveau pour être élu à la tête du pays. Déjà, le chef du conseil consultatif du parti au pouvoir a annoncé à la presse que des démarches nécessaires seront bientôt engagées pour lui permettre de se présenter à la présidentielle de 2020 sans donner davantage de précisions. Omar El-Béchir, faut-il le rappeler, a pris le pouvoir en 1989 après avoir chassé par un coup d'État Sadek Al-Mahdi, le dernier Premier ministre démocratiquement élu du Soudan.
Au Burkina Faso, l'opposition parlementaire a annoncé avoir introduit un recours devant le Conseil constitutionnel contre la modification du code électoral adopté au mois de juillet dernier par la majorité présidentielle. Pour l'opposition, le nouveau code est divisionniste et dangereux. Les images. Le nouveau code électoral consacre la carte nationale d'identité et le passeport comme les seules pièces servant à l'inscription sur les listes électorales et au vote. Il exclut toutefois l'usage de la carte consulaire pour les Burkinabés de l'étranger. Une nouvelle disposition décriée par l'opposition qui y voit une exclusion et un recul démocratique par rapport à l'ancien code électoral. Ce dernier permettait l'usage de la carte consulaire largement utilisée par les 11 millions de Burkinabés de l'étranger. Le nouveau test électoral confine également les lieux de vote des électeurs burkinabés de l'étranger dans les ambassades et dans les consulats. Adopté en juillet par la majorité présidentielle, il est jugé par l'opposition parlementaire comme divisionniste et dangereux. Elle appelle donc ses militants et sympathisants à se tenir prêts pour la lutte engagée contre cette loi qui consacre, selon elle, le recul de la démocratie burkinabé. Le vote des Burkinabés vivant hors de leur pays représente un véritable enjeu puisqu'il représente 60% du nombre de Burkinabés vivant au Burkina, qui est de 18 millions. L'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, libérée mercredi à Abidjan, va engager une procédure en annulation devant la Cour pénale internationale qui la poursuit pour crime contre l'humanité. L'annonce a été faite ce vendredi par son avocat, Maître Rodrigue Dadje. Les détails. Simone Gbagbo, condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, a bénéficié, à l'instar de 800 autres personnes, d'une amnistie décrétée lundi par le président Ouattara afin de favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais elle reste poursuivie par la CPI qui a délivré contre elle un mandat d'arrêt en février 2012. En septembre, l'équipe de défense de Mme Simone Gbagbo engagera à la CPI une procédure pour annuler les poursuites contre elle, a déclaré Maître Rodrigue Dadje. Le mandat d'arrêt contre Mme Gbagbo est toujours en vigueur, a souligné la CPI dans un communiqué rappelant à la Côte d'Ivoire son obligation de remettre sans délai Mme Gbagbo à la Cour. Simone Gbagbo doit être arrêtée sur la base de ce mandat et transférée à la CPI pour y être poursuivie. Toute amnistie qui pourrait avoir été accordée n'a aucun impact sur les procédures devant la CPI, a poursuivi la Cour. Malgré le mandat de la CPI, le président ivoirien Alassane Ouattara avait affirmé en 2016 qu'il n'enverrait plus d'Ivoiriens à la CPI, estimant que son pays avait désormais une justice opérationnelle. L'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé sont les deux Ivoiriens actuellement jugés par la CPI à La Haye pour des crimes contre l'humanité présumés lors de la crise de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Et parlons toujours de la sortie de prison de l'ex-première dame Simone Gbagbo. L'amnistie accordée par le président ivoirien Alassane Ouattara a été largement saluée par l'opposition. Pascal Afine-Guesson, le président du Front populaire ivoirien et chef de file de l'opposition, a pour sa part félicité le chef de l'État ivoirien pour avoir compris les attentes des Ivoiriens. On l'écoute. Cette décision attendue par les Ivoiriens depuis plusieurs années nous réjouit au plus haut point. Et c'est d'ailleurs parce que cela a constitué toujours une préoccupation pour le Front populaire ivoirien que dès l'ouverture du dialogue politique avec le gouvernement, notre parti avait placé cette question au centre de ses préoccupations. La libération des prisonniers politiques, le dégel des comptes bancaires des pro-Gbagbo et le retour sécurisé des exilés. Pour le FPI et pour de nombreux observateurs, le maintien en prison d'Ivoiriens présumés proches du président Gbagbo et le harcèlement judiciaire qui les contraignait des milliers d'autres en exil constituaient des facteurs bloquants du processus de réconciliation nationale. En décidant de libérer les prisonniers politiques et en renonçant à poursuivre les exilés, le chef de l'État franchit le premier palier
sur l'échelle de la réconciliation nationale. Selon un nouveau bilan publié ce vendredi par le ministère congolais de la Santé, la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 10 morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires congolaises ont également annoncé que les causes du décès de 27 autres personnes font l'objet de vérifications pour déterminer si elles ont été atteintes par le virus Ebola. Le 10e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a été déclarée le 1er août dernier dans les environs de la ville de Beni, située dans l'est du pays. Une vaccination ciblée a débuté mercredi dans cette zone touchée. Arrivé au pouvoir en avril dernier, le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a promis à tous des jours meilleurs. Mais cet engagement politique se voit heurté à des violences ethniques dans le pays. Reportage. Suite à sa nomination comme Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed a tôt fait d'afficher ses ambitions réformatrices qui ont accru sa popularité. Pour des analystes, le rythme des changements pourrait exacerber de rivalités telles que celles entre Oromo et Gédéo. Toujours selon des analystes, la rapidité et l'ampleur des changements qui ont lieu en Éthiopie équivalent à une révolution. Ces réformes ont pour but notamment de mettre un terme aux vieilles rivalités ethniques qui opposent les Oromo et les Gédéo. Mais quelques semaines après son investiture, des violences ont éclaté entre les deux ethnies, poussant des centaines de milliers de membres de la minorité ethnique Gédéo à fuir devant leurs voisins Oromo, venus les chasser brutalement de leurs fermes. Des semaines de violence entre Oromo et Gédéo, juste après l'investiture d'Abiy, ont provoqué le déplacement forcé de près de millions de personnes, créant une urgence humanitaire à laquelle les ONG ont eu du mal à répondre. Outre le conflit entre Oromo et Gédéo, d'autres affrontements intercommunautaires ont eu lieu ces dernières semaines dans la ville d'Assosa et la capitale de la région Somalie, Djidiga. Hors du continent africain, plus précisément en Colombie, le gouvernement sortant a décidé de reconnaître la Palestine en tant qu'État libre, indépendant et souverain. La nouvelle est tombée peu de temps avant l'investiture du nouveau président Ivan Duque. Plus de précisions à travers ces images. Ivan Duque est officiellement devenu le président de la Colombie. Il remplace ainsi Juan Manuel Santos, qui, à quelques heures de la prestation de serment de son successeur, en a surpris plus d'un en reconnaissant le statut d'État libre et indépendant de la Palestine. Le gouvernement du docteur Juan Manuel Santos a décidé de reconnaître la Palestine comme État libre, souverain et indépendant. En vertu de cela, et face à d'éventuelles omissions qui pourraient découler de la manière dont la décision du président sortant a été prise, le gouvernement va examiner attentivement les implications et agir conformément au droit international. Une décision saluée par les autorités palestiniennes. Cette décision du gouvernement colombien est très importante parce qu'elle vient d'un allié très proche d'Israël. Elle ne vient pas d'un pays arabe ou d'un pays musulman proche de la Palestine, mais du grand allié d'Israël en Amérique latine qui est la Colombie. Plus de 130 pays reconnaissent déjà l'État palestinien. Le conservateur Ivan Duque a pris ses fonctions mardi à la tête de la Colombie. Il s'est dit déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers la guérilla et à asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolás Maduro au Venezuela voisin. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.